بقول له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى إنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, l'insécurité fait une nouvelle victime au Liban. César Masri, mortellement poignardé par des inconnus à son domicile dans la localité de Dawhat Aramoud au sud de Beyrouth. Les circonstances du drame restent floues. L'enquête sur l'affaire des réseaux internet illégaux au Liban se poursuit. Ce samedi, la justice engage des poursuites contre 22 personnes dont 2 détenus. Salariés, étudiants et lycéens battent le pavé ce samedi en France avec l'espoir d'amplifier encore leur mobilisation contre le projet de réforme du Code du travail. Je vous disais en titre, l'insécurité fait une nouvelle victime au Liban. César Masri a été assassiné froidement par des inconnus à son domicile dans la localité de Dawhat Aramoun au sud de Beyrouth. Le corps sans vie de cet homme âgé d'une trentaine d'années et qui travaillait dans l'industrie hôtelière a été découvert par un membre de sa famille qui avait signalé sa disparition à la police jeudi soir. Selon les constats, il a été poignardé à l'arme blanche à plusieurs reprises, notamment au torse et au cœur. Les circonstances du drame restent floues. La police a ouvert une enquête sur les réseaux sociaux. L'assassinat de César Masri a suscité de très nombreuses réactions. Les messages de condoléances se multiplient. L'enquête sur l'affaire des réseaux Internet illégaux au Liban se poursuit. Ce samedi, le procureur général financier, le juge Ali Ibrahim, a engagé des poursuites contre 22 personnes, dont 2 détenus. Ces personnes sont accusées d'avoir installé des réseaux Internet illégaux et d'avoir volé et dilapidé l'argent public. Le scandale a éclaté il y a quelques semaines. Ces réseaux présumés liés à Israël, selon le ministre des Télécoms, Boutros Harb, distribuaient entre autres leurs services à des administrations publiques libanaises, notamment des services de sécurité. Il s'étendrait de Denieh à Zaharour en passant par Fakra et à Youn Siman. La Cour de cassation du tribunal militaire a prononcé hier sa sentence définitive contre Michel Samaha, l'ancien ministre libanais accusé de terrorisme, 13 ans de travaux forcés et la déchéance de ses droits civiques. Samaha a été jugé coupable de 4 chefs d'accusation, la détention et le transport d'explosifs dans le but de perpétrer des attaques terroristes, la formation d'un groupe chargé de perpétrer des crimes contre la population et la sécurité de l'État, la tentative d'assassiner des hommes politiques et des hommes de religion dans le but d'inciter à la discorde dans la région du Akkar et la détention d'armes à feu et de munitions sans permis. Dans les milieux du 14 mars, on salue une sentence raisonnable alors que dans le camp du Hezbollah, on dénonce un verdict politique. C'est à travers un tweet que le chef de la diplomatie italienne a annoncé que Rome rappelait son ambassadeur en Égypte, un geste voulant démontrer l'irritation des autorités italiennes et leur volonté d'obtenir la vérité sur la mort d'un étudiant italien de 28 ans torturé à mort fin janvier au Caire. Cécile Adobati nous en dit plus. Jeudi et vendredi, une délégation égyptienne était à Rome pour rendre compte de l'enquête sur la mort de Giulio Regeni. Ils n'ont pas réussi à convaincre les enquêteurs italiens, notamment en refusant de fournir certains indices. Conséquence, la tension continue de monter entre les deux pays et l'Italie rappelle son ambassadeur au Caire. La decisione del governo italiano è arrivato immediatamente dopo. Le gouvernement italien a pris une décision après la rencontre entre les enquêteurs et les magistrats. Le rappel de l'ambassadeur en Italie pour consultation signifie que l'Italie confirme ses engagements envers le pays et envers la famille Regeni. Nous ne nous arrêterons que lorsque nous saurons la vérité, toute la vérité. Ci fermeremo solo e soltanto davanti alla verità, quella vera. Giulio Regeni a été retrouvé mort au Caire le 3 février, 10 jours après sa disparition. Son corps était marqué par les traces de multiples tortures. Cet étudiant italien préparait une thèse sur les syndicats en Égypte. Sa mort a suscité un vif émoi en Italie.
Les enquêteurs égyptiens expliquent orienter leurs recherches vers l'implication possible d'un gang spécialisé dans l'enlèvement d'étrangers. Mais les autorités italiennes ne croient pas à cette version, pas plus qu'aux autres hypothèses fournies, telles qu'un accident de la route ou un règlement de compte. Pour les associations de défense des droits de l'homme, les services secrets égyptiens seraient responsables de son assassinat, mais on ignore quels pourraient en être les motifs. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. En France, les opposants à la loi travail maintiennent la pression sur le gouvernement. Salariés, étudiants et lycéens battent le pavé ce samedi avec l'espoir d'amplifier encore leur mobilisation malgré les vacances scolaires. Objectif, obtenir le retrait du projet de réforme du Code de travail malgré les modifications apportées cette semaine en commission parlementaire. Plus de 200 manifestations et rassemblements sont prévus partout en France. Et dans le même temps, le mouvement Nuit debout ne cesse de prendre de l'ampleur alors qu'il se développe dans la plupart des villes de France. Une radio et une télévision, Nuit debout, ont vu le jour à Paris avec l'objectif de réinvestir les médias traditionnels. Les explications de Cédric Ferreira. Quelques tables, une grande bâche pour rester à l'abri. En plein milieu de la foule, place de la République, voici le studio de Radio Debout. Au fur et à mesure que l'occupation de la place grossissait, on s'est dit on pourrait faire quelque chose. On a finalement assez facilement accès à toutes les technologies de la radio. Parmi les initiateurs de ce projet, des passionnés, des étudiants, mais aussi d'anciens professionnels. J'ai quitté Radio France il y a 6 ans comme ingénieur du son. Et j'ai des amis de la radio qui m'ont appelé en me disant est-ce que tu veux nous donner un coup de main parce que là on manque un peu de bras. Et je trouvais ça intéressant. Depuis quelques jours, Radio Debout est accessible à l'écoute sur Internet entre 18h et minuit, quotidiennement. Discussions, interviews, reportages, l'antenne est pour le moment improvisée. On navigue complètement à vue, on n'a pas de grille des programmes, on fait ce qu'on veut. Si on a envie d'aller chercher quelqu'un qui a parlé dans l'Assemblée Générale, on va le voir, on lui dit est-ce que tu veux venir ? L'objectif pour Radio Debout, relayer en France et dans le monde entier, l'humeur et les discussions des assemblées générales organisées par le mouvement Nuit debout. Depuis une semaine chaque soir, des centaines de personnes se réunissent place de la République pour dénoncer entre autres la précarité, mais aussi pour clamer leur volonté de faire de la politique autrement. Dans le reste de l'actualité internationale, demain dimanche, c'est le premier tour de l'élection présidentielle au Pérou. Un scrutin attendu puisqu'il pourrait voir le retour de Fujimori au pouvoir. La fille d'Alberto Fujimori, Keiko, arriverait en tête de ce premier tour avec 34% des voix d'après les sondages, loin devant ses concurrents, mais loin aussi des 50% des suffrages qui lui épargneraient le second tour prévu le 5 juin prochain. Keiko Fujimori est la candidate la plus polémique de ces élections. Détesté ou adulé par les partisans de son père, président entre 1990 et 2001 et aujourd'hui en prison pour corruption. Eh bien, Lori Facho a pu suivre la candidate dans l'une de ses tournées au Pérou. Reportage. Quand Keiko Fujimori arrive à un meeting, cela donne ça. Pour gagner l'élection, la candidate de centre droit se rend dans les régions les plus reculées du Pérou, comme dans cette ville minière des Andes, à 5000 mètres d'altitude. 10 minutes de discours et des annonces populaires. Nous ne pouvons pas vivre au milieu des ordures. Nous devons donner des droits de propriété, construire des routes, des trottoirs, des structures solides et des logements dignes pour tous. Keiko Fujimori joue sa carte maîtresse. Elle s'adresse à l'électorat féminin. On nous a lancé des pierres, des œufs et même des bouts de bois. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Si ces gens-là pensent qu'ils vont réussir à m'intimider parce que je suis une femme, ils se trompent, mes chers amis. Une formule qui semble fonctionner. Keiko est une grande dirigeante. Ça change une femme et pour nous, c'est un grand modèle à suivre. Nous avons besoin de tellement de choses ici. Keiko va nous apporter une solution car c'est une femme. Beaucoup de présidents sont venus ici et aucun ne nous a apporté une solution. Plus tard, Keiko Fujimori rejoint un autre village et troque son casque de mineur pour ce costume local. De nouvelles annonces, bibliothèque virtuelle, aides à l'agriculture et surtout
la proximité avec les électeurs, son arme clé, héritée de son père, Alberto Fujimori, président entre 1990 et 2000, condamné à 25 ans de prison pour corruption et violation des droits de l'homme, aujourd'hui derrière ses barreaux à Lima. Keiko avait demandé la grâce de son père en 2012, une requête qui n'est visiblement plus à l'ordre du jour. Non, je ne vais pas gracier mon père. Nous étudierons la question de sa liberté par la voie légale et constitutionnelle, pas politique. Merci. Keiko Fujimori est crédité d'au moins 34% des suffrages d'après les sondages, mais les anti-Keiko sont nombreux. Raida cherche les restes de son fils depuis 24 ans. Son fils, assassiné par des militaires sur le campus de son université, avec 9 autres étudiants et un professeur. L'État péruvien menait alors une guerre sans merci à la guérilla du Sentier Lumineux. Ils ont tué mon fils, ils me l'ont brûlé. Ils ont fait disparaître son corps. Fujimori est un assassin, un voleur. C'est pour cela que nous luttons et que nous ne le laisserons jamais tranquille. Maintenant sa fille, la fille d'un assassin, veut être présidente. Elle veut nous gouverner, nous voler. Cela, jamais nous ne le permettrons. L'ex-président Alberto Fujimori a été reconnu coupable de ce crime par la justice péruvienne. Pourquoi un Péruvien sur 3 pourrait voter pour Keiko Fujimori, fille d'un président en prison? Pour cette fine observatrice de la vie politique péruvienne depuis 25 ans, Keiko sait tirer parti de l'héritage politique de son père. Keiko Fujimori représente, pour un électorat désireux d'ordre, le retour à l'état autoritaire de son père. Il faut comprendre qu'en Amérique latine, les états autoritaires sont populaires, parce qu'ici règne le désordre. Par ailleurs, il existe un nouveau vote. Keiko a aussi essayé d'attirer les jeunes en mettant en avant son propre programme électoral. Les manifestations contre Keiko Fujimori sont nombreuses. Et le grand gagnant de cette élection pourrait être le vote anti-Keiko. Panama Papers, Cameron reconnaît qu'il aurait dû mieux gérer cette histoire 2 jours après avoir finalement avoué qu'il avait bien détenu des parts dans la société offshore de son père, décédé en 2010. Le Premier ministre britannique s'exprimait lors du congrès du printemps du Parti conservateur à Londres. On l'écoute. Eh bien, cela n'a pas été une super semaine. Je sais que j'aurais dû gérer ce dossier mieux que cela. Je sais qu'il y a des leçons à tirer de tout cela et je les tirerai. Il ne faut pas mettre en cause le gouvernement ou les conseillers. C'est de ma faute et je tirerai les leçons de tout cela. Double succès pour la société américaine SpaceX. Ce vendredi, elle a d'abord réussi à placer en orbite une capsule de fret destinée à la Station spatiale internationale. Mais surtout, elle a réussi à faire poser en douceur le premier étage de sa fusée Falcon 9 sur une barge flottant donc dans l'océan Atlantique. L'objectif de cette opération est notamment de réutiliser une partie du lanceur et surtout faire ainsi de grosses économies. Les explications d'Axel Simon. N'ajustez pas vos téléviseurs, non vous ne rêvez pas, cette fusée est bien en train de se poser. Le premier étage du Falcon 9 a atterri sur une plateforme flottant en mer à la suite d'une de ses missions. Après avoir propulsé une capsule de fret, l'engin a réussi sa descente tranquillement grâce à ses moteurs en rétrofusée. Pour Elon Musk, patron de la société SpaceX, c'est une avancée majeure dans la conquête de l'espace. C'est une nouvelle étape vers les étoiles. Pour vraiment ouvrir l'accès à l'espace, il faut pouvoir être en mesure de récupérer et réutiliser le matériel.
Une marche arrière depuis l'espace qui ouvre des perspectives immenses pour l'avenir des vols spatiaux en réduisant jusqu'à 100 fois le coût global de lancement grâce à la réutilisation du matériel récupéré très cher à produire. La fusée va subir des tests pour peut-être voler de nouveau et ce, dès mai prochain. La firme américaine avait déjà tenté 4 fois cette manœuvre, sans succès jusqu'ici. Ce qui a fait toute la différence avec cette mission cette fois, c'est que la fusée a vraiment atterri sur l'embarcation, sans la trouer ou viser à côté. Quant à la capsule Dragon qui a été propulsée, elle s'est placée sur orbite sans difficulté vendredi. Elle doit rejoindre la Station spatiale internationale dimanche pour livrer 3 tonnes de matériel et un module habitable. Il s'agit pour SpaceX de sa 8e mission d'approvisionnement. Fin de cette édition, le rappel des titres. L'insécurité fait une nouvelle victime au Liban. César Masri, mortellement empoignardé par des hommes à son domicile dans la localité de Dawhet al-Alamoun, au sud de Beyrouth. Les circonstances du drame restent floues. L'enquête sur l'affaire des réseaux internet illégaux au Liban se poursuit. Ce samedi, la justice engage des poursuites contre 22 personnes, dont 2 détenus. Salariés, étudiants et lycéens battent le pavé ce samedi en France avec l'espoir d'amplifier encore leur mobilisation contre le projet de réforme du Code du travail. Merci de votre attention, l'info continue sur notre antenne. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي